Bonsoir à tous, merci d'être présents. Alors, je sais, parce que certains m'ont posé la question, quel rapport entre non au béton et l'Antarctique? Effectivement, on pourrait se dire, c'est loin, ici on a d'autres soucis, et en fait, non, c'est l'illustration d'un parfait paradoxe. Un paradoxe parce que lorsqu'on pense à l'Antarctique, continent qui est plus grand que l'Europe, on sait qu'une cinquantaine de pays parmi les plus grandes nations au monde ont réussi à se mettre d'accord pour mettre en réserve ce continent et empêcher toute exploitation commerciale ou industrielle de ses ressources. Alors qu'ici en France, au niveau local, mais c'est partout en France, les pouvoirs publics, nos élus, ne parviennent même pas à préserver nos bois classés, nos zones agricoles, qui sont de plus en plus mangées par la promotion immobilière, par les centres commerciaux, et l'on béton est bien placé pour le savoir. Alors, on s'est dit qu'il y avait peut-être un clin d'œil à faire en se disant que ce qui est possible au niveau d'un continent n'est peut-être pas impossible au niveau local, et que tout est une question de volonté politique. Ce que ces nations ont réussi à faire au niveau de l'Antarctique, pourquoi nos élus locaux n'y parviennent pas? Alors, on a peu d'espoir au niveau de l'association sur la réelle volonté de nos politiques, sur la préservation de l'environnement, surtout dans l'Hérault. Et si l'on s'est créé, c'est parce que s'il n'y a pas de volonté politique, il peut y avoir une volonté de citoyens. Et que les citoyens unis, motivés, peuvent avoir des résultats. Et c'est ce que je souhaitais faire passer comme message aussi ce soir, c'est-à-dire que nous avons réussi au niveau de Oxylane à Saint-Clément-de-Rivière à annuler partiellement le permis d'aménager. Nous sommes devant le Conseil d'État et nous sommes optimistes sur l'issue de ce conflit. Nous avons réussi là dernièrement à annuler 2 permis de construire partiellement à Latte, sur un projet qui s'appelle Eau de Latte et qui empiétait sur des corridors écologiques empruntés par notamment les chiroptères sur place. Et lorsqu'on dit que la foi peut déplacer des montagnes, moi je me dis qu'une association comme la nôtre, avec des citoyens motivés et des moyens financiers, parce qu'il ne faut pas se leurrer, Oxylane, au 31 décembre 2018, nous a coûté pour plus de 20 000 € de frais d'avocat. Entendez bien, 20 000 € de frais d'avocat. Et Latte, 4 000 €. Donc cet argent, on a des gens qui sont modestes qui nous aident, on a des généreux donateurs aussi qui nous aident, mais motivés, ensemble, on peut y arriver. Et si la foi, comme je vous l'ai dit, peut dépasser les montagnes, une association motivée peut aussi faire reculer Oxylane. Ça rime presque. Bon. Voilà, je vais faire le message sur l'association qui est très heureux d'accueillir ce soir Pierre Jouventin, à double titre. D'abord parce que Pierre est un membre fondateur de l'association. Depuis l'origine, depuis 2007, il était à nos côtés et son expérience scientifique incomparable nous était très précieuse et nous est toujours très précieuse. Pour ceux qui le connaissent et qui étaient là lors du 10e anniversaire de l'association, ce n'est pas seulement un expert de l'Antarctique, du continent blanc, c'est aussi un expert des loups. Et il nous avait conté son expérience vraiment exceptionnelle et unique de cohabitation en centre-ville de Montpellier avec une louve. Il a écrit un bouquin là-dessus d'ailleurs, que vous pourrez éventuellement, je ne sais pas si tu en as donné, acheter après la conférence. Alors Pierre, on vous l'a dit, c'est un ancien directeur de recherche au CNRS. Il est docteur aussi en étho-écologie. Oui. Voilà, à l'Université de Montpellier. Et je vais lui laisser la parole pour nous raconter cette merveilleuse aventure de la mise en réserve de l'Antarctique, continent sur lequel tu as passé au moins 8 ans cumulés. Plus de 8 ans. Ouais. Plus de 8 ans. Voilà. Merci. Je vais vous raconter une histoire incroyable. C'est-à-dire, quand vous voyez le mal qu'on a pour mettre à protéger 1 mètre carré de nature, en France métropolitaine, il se trouve que le hasard a fait que je me trouve à être un membre actif pour obtenir la mise en réserve d'un continent entier.
Et aussi, je vais le passer rapidement parce qu'on pourra en parler pendant des heures, mais enfin, vous pourrez vous poser des questions, bien que ça soit assez limité. On a mis aussi en réserve, par hasard aussi, vous allez voir, je vais vous raconter ça, les îles françaises de l'océan Indien, c'est-à-dire Kerguelen, Amsterdam, Saint-Paul, qui sont 3 grandes îles qui comprennent le plus d'oiseaux marins au monde. Et que les Français ne connaissent pas évidemment, à part Kerguelen, dont Dupont-Aignan, il y a une semaine, a proposé qu'on en fasse un bail. Bon, en tout cas, ce qui est curieux, c'est que la France, qui est assez peu douée, qui est à mon avis très mauvaise en écologie, là, elle a fait quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle a été leader, elle a été la locomotive dans cette histoire. Or, quasiment personne ne le sait et les écolos français l'ignorent complètement. Donc, comme j'étais l'expert biologiste de la délégation française, donc j'ai assisté à tout ça, j'ai participé et donc je vais vous raconter ça. Suivante. Alors, d'abord, je suis obligé de vous donner, la moitié de mon exposé, ça va être pour vous donner un peu le contexte. Donc, vous savez que l'Arctique, vous savez qu'il y a l'Arctique au nord, l'Antarctique au sud, que l'Arctique et l'Antarctique complètement opposés, c'est-à-dire l'Arctique, c'est de l'eau, la mer, mais il y a une banquise, de la glace, pendant une bonne partie de l'année, et il risque, avec le réchauffement climatique, de ne plus avoir de glace en été, bientôt, dans quelques dizaines d'années ou plus. Et puis, suivante, vous voyez l'Antarctique, qui là est un continent. Et là, il y a 2000 mètres de glace en moyenne. Hein. Donc, si ça fond, 60 mètres plus haut les océans. Donc, vous voyez, c'est plus de la plaisanterie. Or, pour vous montrer combien la recherche est en pleine interrogation, d'une part, il y a 5 ans, on me disait, en fait, tous les spécialistes disaient l'Antarctique ne fond pas, il n'y a aucun danger, vous pensez avec une masse de glace pareille, il y a une inertie formidable. Or, on vient de s'en rendre compte que ça fond. Donc, ça veut dire que quand on parle de quelques millimètres d'augmentation du niveau de la mer, ce qui est actuellement envisagé, ça ne sera certainement pas ça. Ça sera plusieurs décimètres. D'ici 2050-2100, on ne sait pas, personne ne sait. Mais enfin, si ça se passe, ça va signifier, au niveau local, que vous n'avez plus de cordon dunaire, plus d'étang, et vous avez la Camargue qui est prise sur la mer, puisqu'elle est au niveau, le plus haut sommet en Camargue, 50 cm. Et vous avez Arles qui devient une île. Donc ce n'est pas des trucs en l'air, hein, on est en pleine science-fiction, mais réelle. Donc vous voyez la part. Alors, chacun, comme c'était tellement loin, ça n'intéressait personne l'Antarctique. Parce qu'on se disait, de toute manière, qu'est-ce qu'on va foutre avec 2000 mètres de glace, quel intérêt, c'est pas exploitable. Mais la recherche américaine en particulier, en Alaska en particulier, est arrivée à faire tellement de choses que maintenant c'est tout à fait exploitable de passer sous 2000 mètres de glace, et on sait qu'il y a du pétrole, de l'or, etc. Parce que l'Antarctique, c'est la continuation de tous les continents qui sont autour. Alors, vous voyez, avant, comme ça n'intéressait personne, chacun, on avait décidé un truc assez bizarre, c'est-à-dire que les nations s'étaient mises d'accord, bon, on revendique une portion de l'Antarctique en fonction des explorateurs qui sont allés. Nous, du côté français, on a eu Dumont d'Urville, qui est un amiral qui est allé là-bas et qui a découvert la Terre Adélie, et donc on revendique cette Terre Adélie. Mais comme il y a des tas de gens qui revendiquent parfois la même chose, il y a 3 pays qui revendiquent la péninsule antarctique, qui est la plus intéressante parce qu'elle est la plus proche de Terre, et bien là, ça devient difficile. Donc, il a fallu repenser tout ça, et donc il n'y avait pas de solution possible. Et actuellement, les pays qui envoient des missions là-bas, bon, c'est soi-disant pour faire la recherche, et je ne peux pas être contre, mais il n'en reste pas moins que c'est surtout pour occuper le terrain, pour éventuellement, s'il y a un partage, avoir une part du gâteau. Parce que vous voyez, c'est comme un gâteau, il y a des tranches suivantes. Alors, en fin de compte, on va parler après de l'Antarctique, mais sur l'Arctique déjà, qui est de l'eau, il y a déjà des revendications formidables. Vous avez les Russes, par exemple, qui ont envoyé un sous-marin qui a envoyé sous l'eau un drapeau en métal qui est allé au fond de l'eau
pour marquer leur territoire, pour mettre leur drapeau. Vous vous rendez compte où on est, parce que, en fin de compte, la législation actuelle sur l'océan est assez foreuse, c'est-à-dire que vous avez 200 miles à partir des terres. Mais quand vous avez le sol, le continent qui continue un peu sous l'eau, on considère qu'on peut élargir. Donc, évidemment, il y a la bagarre entre Pierre et Lorraine de l'Arctique, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, la Russie, etc. Et donc, les Russes, qui ont une grande partie et qui voient avec intérêt le changement climatique, parce que c'est bon pour eux. Et deuxièmement, ils savent que les ressources de pétrole ne leur reviendront plus dans 2030-2050. Et donc, au bout du moins, il sera tellement cher qu'il y en aura toujours, mais il sera tellement cher qu'il ne sera plus à la portée de la plupart des gens. Donc, eux sont intéressés parce qu'ils savent que se trouvent là-dessous les réserves de pétrole. Donc, il y a une bagarre actuellement, alors qu'il n'y a rien et que c'est de l'eau. Suivante. Alors, vous voyez donc le partage classique. En fin de compte, c'était le seul continent non possessionné, c'est-à-dire qui n'appartenait à personne, mais qui était revendiqué. Et donc chaque pays avait son petit créneau, et là je vous ai dit péninsule antarctique. Vous voyez, il y a 3 pays. Moi j'y suis allé là-bas, par exemple, en péninsule antarctique. Vous arrivez sur une base, par exemple chilienne, et vous voyez à 3 km plus loin la base argentine, et vous avez à 3 km plus loin la base anglaise, et tous les 3 se considèrent comme propriétaires et veulent avoir leur petit bout. Et vous avez les gens, des gars qui viennent avec leur famille parfois, et qui regardent la télé, les Argentins, les Chiliens, les officiers, généralement des militaires, parce qu'ils ne sont pas tellement scientifiques. Et puis, évidemment, c'était quasiment impossible à résoudre comme problème. Suivante. Alors nous, les Français, on n'est pas propriétaires, vous avez compris, de la terre d'Élie, ce petit triangle, on le revendique sans plus, mais par contre, on est propriétaire d'îles dont je vous ai parlé rapidement, c'est-à-dire Kerguelen, taille de la France, découpage de côte taille de la Corse, découpage de côte de la France, et puis 2 petites îles, Amsterdam et Crozet. À Crozet, vous avez plus de 25 millions d'oiseaux marins, à peu près 60 tonnes d'oiseaux par kilomètre carré. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire ce sont les coins du monde où il y a le plus d'animaux. Hein, c'est des biomasses gigantesques. Et je ne compte pas les éléphants de mer, qui font 4 tonnes chacun. Alors, comment c'est géré ces trucs-là? La terre australe, et Antarctique française, TAF, c'est géré par 2 administrations, il n'y a pas d'intérêt privé. Donc, la gouvernance, c'est le ministère de l'Outre-mer, l'administration des TAF, qui a son siège à La Réunion, et puis la recherche, comme c'était mon cas. Moi, pourquoi j'ai travaillé toute ma vie dans les terres australes? Parce que je n'avais pas à me battre pour obtenir des crédits, pour aller travailler et passer ma vie à faire des demandes de fric. Alors que là, c'était plutôt qu'envoyer des parachutistes qui s'ennuient, on a envoyé des scientifiques qui s'amusent. Donc c'était parfait. Et donc je dépendais donc du ministère de la Recherche et de l'Institut polaire, Paul-Émile Victor, qui est basé à Brest. Suivante. Alors voilà comment on y va. En haut, vous voyez le bateau, le Marlin Dufresne, qui part de l'île de la Réunion, mais il y a des eaux assez difficiles. Vous avez les 40e rugissants, les 50e hurlants, et vous avez des creux de 20 mètres. Donc, parfois j'allais aux toilettes, je marchais sur les murs. Alors, on peut y aller aussi en avion, vous voyez là, mais là, parfois ça ne marche pas. L'avion se casse la figure. Suivante. Alors, vous savez donc que c'est immense, ça double l'Antarctique double en hiver, parce que la banquise élargit tout ça, et puis en été, hop, ça fond. Donc c'est un milieu assez changeant. Suivante. Alors, suivante. Là, on est au pôle du froid et du vent. C'est-à-dire qu'on peut avoir des températures de moins 90 degrés. On a des vents qui peuvent dépasser les 300 km/h. Donc, sans aller jusque-là, avec disons 200 km de vent et moins 20, vous êtes comme dans un frigo à moins 20. Donc, vous avez un pouvoir de refroidissement terrible. C'est-à-dire que si vous sortez en laissant la peau dehors, en quelques minutes, quelques secondes, c'est gelé. Donc, il faut sortir complètement couvert.
Alors, suivante. Alors, donc, en réalité, il n'y a pas beaucoup, c'est des sortes de déserts, hein. Il n'y a pas beaucoup de neige qui tombe, mais par contre, c'est terrible, quoi. C'est-à-dire que nous, en réalité, les animaux se vivent en été de préférence sur le bord, mais à l'intérieur, il n'y a quasiment rien. Suivante. Ah. Alors, en fin de compte, je vous disais rapidement, il y a donc c'est recouvert de glace en hiver, mais en été, il y a seulement 2% de la surface qui est déglacée. Donc ça paraissait jusqu'à récemment impossible à atteindre, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de dispute, mais maintenant la technique a tellement évolué que tout est possible. Suivante. Alors, ce qui est dangereux, c'est que là vous avez le rapport des masses d'eau. Et vous voyez que l'Antarctique, c'est gigantesque. Par rapport, voilà toutes les eaux douces du monde par rapport à l'Antarctique qui est là. Donc vous voyez, c'est plus la même échelle. Et donc si vous enlevez tout au long de la planète, c'est pas grand chose par rapport à l'Antarctique. Suivante. Alors, on entre dans la faune là. Vous avez entendu parler des manchots, mais vous le confondez sans doute avec les pingouins. C'est-à-dire que, alors là, c'est encore une fantaisie française, c'est-à-dire que tous les autres pays, ils appellent ça pingouin, pingouin, pingouinos, etc. Nous, on est allé choisir manchot. Bon, il a fallu qu'on se rende intelligent. Et donc, ce qui fait qu'en plus, alors ça partait de l'idée que plus c'est un peu négatif, quoi, c'est un peu péjoratif, et en plus, personne ne suit. C'est-à-dire que le scientifique dit manchot, et l'homme de la rue dit pingouin. À la télé, vous voyez continuellement des manchots qui sont appelés pingouins. Bon. Alors, ils sont complètement différents, c'est-à-dire que les manchots, ils vivent dans l'hémisphère sud, ils ne volent pas du tout, et ils sont parents, ils sont issus d'oiseaux très bons voiliers comme les pétrels et les albatros. Alors que les pingouins, ils vivent dans l'hémisphère nord, il y en a en Bretagne, ils volent, mal, mais ils volent, et puis ils sont parents des mouettes des sternes. Donc c'est deux groupes complètement différents. L'un occupe l'hémisphère sud et l'autre l'hémisphère nord. Suivante. Alors voilà un pingouin, et il y en a plusieurs, hein, c'est le macareux. Et il est en Bretagne, ce oiseau-là. Suivante. Alors voilà maintenant des manchots. Là on est en terre adélie, et donc vous voyez, chacun se reproduit sur un petit... en fin de compte, ils partagent leur vie entre la mer, où ils pêchent, et puis la terre, où ils se reproduisent. Suivante. Et donc vous voyez les masses d'animaux qu'il y a. Ça c'est une colonie que j'ai découverte, qui était inconnue, que j'ai trouvée à un détour en baladant, quoi. Suivante. Alors voilà le manchot empereur, qui est très connu. Je ne sais pas si vous avez vu le manchot empereur, qui a été filmé par un de mes anciens élèves qui s'est beaucoup inspiré d'un film qu'on avait fait 20 ans avant, mais qui était plus discret. Suivante. Et donc, cet animal-là, lui, il est pas habituel, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre la bonne saison, il a pris la mauvaise saison, il se reproduit en hiver, et il se reproduit sur la banquise, sur la glace. Et donc, ils font on appelle ça des tortues, vous voyez, des mêlées de rubis gigantesques, où ils sont jusqu'à 10 individus au mètre carré, et ils peuvent tenir à 350 km/h par moins de 35 degrés. Donc vous voyez, c'est un monde un peu spécial. Et donc, ils calent leur cycle sur la banquise. C'est-à-dire qu'ils arrivent quand la banquise se forme, ils partent quand la banquise se forme. Je ne vais pas entrer dans les détails. Suivant. Alors vous voyez, ce qu'il y a de bien avec ces bestiaux, c'est qu'ils ne fuient pas l'homme. Il n'y a pas de prédateur là-bas. Parce qu'aucun prédateur, alors que dans l'Arctique, vous avez par exemple des renards, des loups qui arrivent à sauter, ou des ours polaires qui sont en difficulté en ce moment, et qui sautent d'un glaçon à l'autre, et qui peuvent aller à peu près de n'importe où. Alors que là, vous avez un courant qui tourne autour de l'Antarctique, et qui fait que ça bloque toute arrivée, et il n'y a jamais eu d'habitants, il n'y a pas d'esquimaux, et il n'y avait pas de prédateurs qui ont pu venir, si ce n'est des semi-prédateurs, soit en mer, soit à terre, mais c'est plutôt des mouettes charognardes que des vrais rapaces. Et donc, vous voyez, ça permet de travailler dans des conditions peinardes, c'est-à-dire qu'on travaille presque comme un os de veau, alors qu'on est dans la nature,
et qui a des contraintes très fortes. Donc ça permet l'éco-éthologie, c'est l'écologie et le comportement réunis. Et donc là, on étudie dans des conditions naturelles les animaux comme si on les observait en captivité. Suivante. Alors, ceci dit, c'est facile de les aborder, mais on travaillait généralement loin des bases parce que les hommes et les animaux, ça ne va pas bien ensemble. Et donc, tous ceux qui étaient près des bases, ils sont morts, empaillés. Et donc, on était obligé d'aller très loin. Et là, vous voyez, on fait un camp, on est en train de l'hélicoptère nous livre les trucs, on reste des mois. Alors moi, j'ai passé... Alain me demandait si j'étais allé déjà en Antarctique pour parler de ça. J'ai passé plus de 8 ans. Et la première fois que je suis allé en Antarctique, j'ai passé 14 mois. Donc je connais bien. Et là, vous voyez, on est en train de s'installer. Et puis, il y a un orage qui arrive. Et le petit ruisseau qui était là déborde. Il entre dans la cahute, la petite maison. Et là, je suis en train de faire un ménage à la pelle parce qu'il y a ça de gravier et de sédiments dedans. Ce qui n'empêche pas d'être content. Et vous voyez, là, je suis barbu parce que je ne me rendais pas tous les jours. Suivante. Alors, se trouvant dans des coins aussi isolés, ça a permis de trouver des choses originales. Comme par exemple, on a découvert 5 espèces nouvelles d'oiseaux, ce qui n'est pas habituel, parce qu'actuellement, trouver des insectes, les spécialistes ici, ils savent que c'est possible parce qu'en allant dans la forêt équatoriale, des trucs comme ça, on trouve facilement. Et trouver des oiseaux, c'est pas habituel. Mais en fin de compte, il y avait des tas d'animaux qui étaient confondus parce qu'on n'avait pas bien regardé. Et donc, en faisant les analyses par l'ADN, on s'est aperçu que c'était des vraies espèces. Et donc là, je suis en train de baguer et de surveiller des albatros. Vous voyez, ils n'ont pas du tout peur. Et donc, je peux récupérer l'œuf, je peux les baguer sans les attraper. Et là, vous voyez que je suis en train de faire la sieste sur le dos d'un éléphant de mer. Avec tout le public qui me regarde de Manchot. Et là, vous voyez que j'approche de Manchot Adélie qui ne s'occupe pas de moi. Et là, je suis devant une colonie d'un million de manchots royaux de 12 kilos qui mangent tous les jours 2 fois le tonnage des pêches françaises. Mais ils plongent à 200 mètres sous l'eau pour les attraper. Alors, ce qu'on a fait rapidement comme recherche, je passe à toute allure, c'est qu'on a été les premiers dans notre équipe à équiper des oiseaux avec des balises arbres. Ça date de 90. Maintenant, c'est devenu archi courant, mais à l'époque, ça n'avait jamais été fait. Et donc, suivante, ça a permis de trouver que quand la grande albatros part de son nid, vous voyez, c'est son nid, ça, pour aller nourrir son poussin, il va jusqu'à 7000 km pour chercher la nourriture de son poussin. Alors au début, on s'est dit, c'est pas possible, l'appareil ne marche pas. Comme c'était nouveau, on s'est dit, il ne va pas, quoi. Et puis, en fin de compte, c'est ça. Mais, en réalité, je ne sais pas si j'ai la diapo qui va, allez-y, vas-y. Oui, voilà. En fait, en réalité, ils utilisent le vent. C'est ce qu'on a découvert en mettant par-dessus le sens du vent. Et ils font comme des voiliers, c'est-à-dire qu'ils partent avec le vent aux 3/4 à l'arrière, et puis ensuite, quand ils ont trouvé ce qu'ils ont à manger, etc., il faut revenir, et parfois, dans ce cas-là, ils sont contre le vent. Et donc, ils tirent des bords. Pour revenir à la rive de départ. Suivante. Alors, autre étude qui est actuellement en cours d'ailleurs. Moi, j'ai arrêté, je suis retraité maintenant. Mais ça, c'est un ancien thésard qui est maintenant mon successeur comme directeur du laboratoire d'écologie de Chizé. Et donc, il colle à l'année suivante, ça part, il en fait en tout cas, il colle un émetteur, quand il sort la tête, hop, il envoie le message au satellite, et comme ça, on sait où il est partout dans le monde. Et donc, vous voyez que là, il part des Kerguelen, qui est là plutôt, et puis il va vers l'Antarctique, qui est là-haut, et donc vous voyez le trajet de l'éléphant de mer, et en même temps, c'est plongé. Et il a non seulement un appareil qui donne la position, un émetteur, mais il a aussi un enregistreur de profondeur et de température. Ce qui fait que vous voyez où il va et quelle est la température de l'eau. Et c'est comme ça que ça permet d'avoir d'autres renseignements
sur l'océan austral, parce que ça coûte des fortunes d'affréter les bateaux, alors que là, vous avez un animal qui se balade et qui donne de pleines informations. Et là, actuellement, vous savez que l'océan austral est en train de se réchauffer. Donc, problème. Suivante. Alors, les résultats qu'on a eus, par exemple, j'ai laissé à mon équipe, qui maintenant continue à travailler, une banque de données sur 20 espèces de l'océan, 20 espèces d'oiseaux marins de l'océan austral, et maintenant on a 60 ans de suivi. Donc, imaginez à la préfecture les fichiers d'état civil sur des dizaines de milliers d'oiseaux dont on suit l'évolution et la vie, etc. Donc on sait à quel âge ils se reproduisent, combien ils font de petits, etc. Suivante. Alors d'ailleurs, vous voyez, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais enfin, vous voyez l'évolution, ça permet de voir l'évolution des populations, et toutes ne se cassent pas la figure. Il y en a certaines qui sont avantagées par l'évolution du changement climatique. Mais il y en a beaucoup qui commencent à en baver. Suivante. Alors maintenant, on entre maintenant plus dans le vif du sujet. L'homme et les conflits avec l'homme. Et vous voyez là, historiquement, avoir des animaux qui ne volent pas, c'était génial pour les marins, parce que ça permettait de récupérer des provisions de bord. On les tuait ou on les montait sur les bateaux, et puis on avait comme ça de la nourriture fraîche en les mettant simplement sur le pont. Et puis on allait aussi, à une époque, on chauffait les villes, enfin on éclairait les villes avec de l'huile de phoque et de baleine. Et donc, comme il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de bois, les manchots servaient de carburant, remplacer le bois. Suivante. Alors là, vous avez, à l'époque baleinière, un équipage qui vient de se découper une baleine. Suivante. Alors évidemment, c'est comme ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que les effectifs de baleines ont chuté énormément, et vous avez encore quelques pays, pas beaucoup, comme le Japon, qui veulent continuer à pêcher des baleines alors qu'elles ne quasiment plus. Moins en tout cas. Suivante. Alors là, un des grands problèmes actuellement sur ces animaux-là, c'est le tourisme. Parce qu'évidemment, quand vous avez des animaux qui sont aussi faciles à approcher, vous avez l'impression qu'ils ne craignent absolument pas l'homme. Or, évidemment, c'est pas aussi simple. Suivante. Alors, on en arrive maintenant au traité sur l'Antarctique, qui a été signé donc en 1959. Et donc, moi, j'ai participé, en tant qu'expert en biologie de la délégation française, j'ai participé à la mise en place du protocole de Madrid en 1991. Qui a fait de l'Antarctique une réserve, on appelait ça, le titre officiel, c'était Terre de paix et de science. Donc, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance, parce que je ne pensais pas, vous vous rendez compte, quand on voit les difficultés qu'on a en métropole à obtenir quoi que ce soit, on a obtenu la mise en réserve de la continent entier. Alors, ce n'est pas indéfini, c'est jusqu'en 2048, mais enfin, on verra. Hein. Soit ça sera une réserve pour aller chercher du pétrole, etc., mais soit ça sera encore protégé, je ne sais pas. Bon. Mais en tout cas, ça a des chances de rester. Alors, en fin de compte, ce qui est interdit, c'est l'exploitation minérale. Si on avait autorisé l'exploitation minérale, évidemment, ça aurait fait des dégâts. Et là, à mon avis, les animaux, tout ça, on aurait bavé. Donc ça a été pour le moment, comme c'était techniquement difficile, avec les Américains et un peu les Allemands, qui étaient capables d'amener la technologie, donc les autres pays nous ont suivis. Et ça, je puis en témoigner, d'autant plus que je ne suis pas spécialement favorable à la politique française en écologie, c'est la France qui a été leader. C'est-à-dire que j'ai bien été placé pour le voir. Le hasard a fait qu'à ce moment-là, il y avait un Premier ministre qui était très écolo, c'était Rocard, Michel Rocard. Et lui a une passion pour les pôles. D'ailleurs, il a été ambassadeur des pôles et Ségolène Royal a pris sa succession, alors qu'elle n'est jamais allée. Et donc, en fin de compte, lui nous a soutenus à fond. Et le fait d'avoir les politiques à fond qui suivent pour une fois, ça nous a beaucoup aidé. Et donc, après, comme la France était leader dans ce domaine, Cousteau a suivi, j'ai discuté avec lui, on est arrivé à se mettre d'accord, il a entraîné aussi l'opinion publique américaine et nord-américaine. Et donc, on a pu faire pression sur les industriels qui ont été obligés de fermer leur gueule, pour une fois. Et donc, en fin de compte, on a entraîné tout le monde, toutes les nations. Et comme la plupart des pays n'étaient pas capables d'exploiter, bon, ils ne se sentaient pas gênés. Et les grands pays qui étaient techniquement capables
ben, ils ont été obligés d'accepter le rapport de force. Donc, on a eu un coup de chance incroyable, on a pu mettre en réserve un continent entier. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais en fait, déjà, 2048, c'est pas mal. Hein. Surtout, c'est tenu au point de vue international. C'est un règlement international qui fait que personne ne peut l'exploiter. Suivante. Alors, maintenant, je vais parler de l'Antarctique. Je vais parler des îles françaises que j'ai fait mettre en réserve, alors tout à fait par hasard. Moi, ça fait des années que je remâchais ça, et que je me disais, c'est quand même un monde dans des coins où il n'y a personne, il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas donc d'intérêt privé. Comment se fait-il qu'on n'en profite pas pour mettre en réserve ces trucs-là? Et donc, j'en avais parlé à Hubert Rive, que vous connaissez. Et donc, il m'a dit, tiens, j'ai rendez-vous avec la ministre de l'écologie, qui à l'époque était Nelly Gaulin, et il m'a dit, si tu veux, je te laisse une demi-heure pour discuter, pour présenter ton truc. Donc, je suis arrivé avec mon petit ordinateur, et je lui ai montré, je lui ai expliqué un peu à la ministre ce qui était possible, et quand je lui ai dit que ça ne coûtait rien, qu'il n'y avait pas de conflit privé, et que c'était unique dans le monde, ça a fait tilt. Et donc maintenant, c'est complètement mis en réserve, c'est-à-dire les 3 groupes d'îles, Kerguelen donc, Amsterdam-Saint-Paul, 2 îles proches, et Crozet, l'archipel Crozet. Et donc actuellement, ça risque d'ailleurs de passer au niveau international actuellement, c'est en discussion, donc c'est en plein développement, à tel point d'ailleurs que ça a pris un peu le pas, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus la fonction principale de cette administration de s'occuper de la mise en réserve de ces îles. Suivante. Alors là, on est sur un bateau de l'époque, et donc un grand albatros. Suivante. Et hop. Tu vas aller un peu vite, non? Pardon. Non, c'est bon, on va dire. Et donc, en fin de compte, il faut voir, je vous ai dit rapidement, ce sont les îles les plus riches au monde en oiseaux marins. 44 espèces, 50 millions d'oiseaux, 60 tonnes d'oiseaux par kilomètre carré à Crozet, 260 000 éléphants de mer de 4 tonnes à Kerguelen. Elles sont inhabitées, mais de plus en plus menacées par l'introduction végétale et animale, parce que, évidemment, vous avez l'impression que c'est tellement loin, c'est à 2000 km des côtes, donc vous dites c'est à l'abri. En effet, c'est resté à l'abri longtemps, mais quand vous arrivez à Hugodas et que vous avez par exemple des graines, et évidemment vous les plantez volontairement. Et donc maintenant, ils essayent il y a un pédiluve, comme on fait des piscines pour assister les godasses, etc. Mais il n'en reste pas moins qu'on a en particulier le pissenlit, par exemple, ça s'est répandu. Il y a donc des mauvaises herbes, les vers de terre qu'on a amenés avec des pots de fleurs. Donc il n'y avait pas de conflit d'usage à terre comme en mer, et la gestion des maigres ressources était déjà en place, c'est-à-dire les pêches. La France, dans ces coins-là, est exemplaire pour une fois. Et donc les pêches, il y a toujours un contrôleur des pêches sur ce bateau qui contrôle qu'on ne dépasse pas les quotas, etc. Suivante. Alors vous voyez évidemment les colonies qu'on peut voir, qui sont uniques. Hein. Moi j'ai vu ça, c'est incroyable. Hein. Et en plus vous baladez là, ils n'ont pas peur, quoi. C'est incroyable. Suivante. Alors, vous voyez qu'il n'est pas l'homme, puisque là je suis au milieu avec derrière des manchots empereurs et un manchot dédié à côté. Suivante. Alors, en plus, on a découvert des nouvelles espèces, comme je vous disais. Par exemple, là, c'est l'albatros d'Amsterdam. Et on l'a découvert quand il en restait plus que 10 individus. Juste avant qu'ils disparaissent. On a pu pourquoi? Parce qu'ils avaient introduit des vaches pour un fermier réunionnais qui était venu avec quelques vaches. Et puis après, il avait le mal du pays à rentrer, il a laissé ses vaches. Et les vaches ont désertifié complètement le pays et piétiné les albatros, les nids d'albatros. Et en faisant l'analyse par l'ADN, on s'est rendu compte que c'était une espèce nouvelle. Pourquoi? Pas pour grand-chose, parce qu'il avait un petit trait noir sur le bec, et au point de vue génétique, il est différent. Donc c'était une espèce nouvelle qui allait disparaître. Suivante. Alors vous voyez les vaches qu'il y avait à l'époque. Alors moi je les ai fait liquider. Hein. Pas bien pour les véganes, mais enfin bon. En tout cas, j'ai fait liquider 2000 vaches. Et pourquoi? Parce qu'on a essayé de les donner à des pays sous-développés, les vétérinaires n'étaient pas d'accord, parce qu'ils risquaient d'avoir des maladies. Bon,
On était obligé de laisser, c'est les mouches qui, en 15 jours, ça a été liquidé. Et par contre, maintenant, il n'y a plus de vaches. Mais ces vaches-là, vous voyez, elles étaient, comme il n'y avait pas de prédateurs, elles étaient limitées par la hauteur de l'herbe. Quand elles n'arrivaient plus, quand elles avaient usé leurs dents sur les cailloux, elles n'avaient plus rien, elles mouraient. Et là, elle est en train de mourir. Suivante. Et donc, voilà aussi une île, on a sauvé des îles entières. Par exemple, ici, on est sur l'île Saint-Paul, qui est à côté de l'île d'Amsterdam. Et là, par hélicoptère, on a pu faire une grande opération. À l'époque, on avait pas mal de moyens, maintenant, c'est plus pareil. Et on a projeté, les Néo-Zélandais sont très forts pour ça, parce qu'ils ont plein d'animaux introduits contre lesquels il faut lutter. Donc, ils nous ont montré la technique. On projetait des appâts empoisonnés biodégradables. Donc, on a éliminé les rats et les lapins, voilà, très bien, qui avaient été introduits par des navigateurs, parfois en croyant rendre service, parce que les gars, ils introduisaient des chèvres ou ils introduisaient des lapins en se disant, les gars qui vont suivre, ils auront à manger, c'est complètement idiot, enfin bon. En tout cas, là, on a liquidé donc ces deux espèces qui avaient modifié la végétation, et en particulier les rats sont des prédateurs. Et donc ils mangeaient tous les pétrels, et on a trouvé sur ce petit caillou là, qui est au large de l'île, on a trouvé une nouvelle espèce de pétrel qui n'existe que là, qui est endémique, c'est-à-dire qui n'existe que là. Et depuis qu'on a liquidé tous les rats, eh bien les pétrels ont colonisé l'île, donc on a sauvé une espèce. Suivante. Alors donc, maintenant, la réserve des îles australes françaises. Donc ça, c'est l'entrée de l'île de Saint-Paul. C'est un volcan effondré. Jules Verne l'a utilisé pour raconter ces histoires du capitaine Nemo. Il a pris l'idée là. Et là, vous avez un manchot, gorfou sauteur, qui est là, avec ses grandes aigrettes. Ah, ça, c'est une espèce nouvelle qu'on a découverte. C'est-à-dire qu'en réalité, il y avait un gorfou sauteur qui était considéré comme sur toutes les îles, mais on s'est aperçu qu'en réalité, il y avait les ornithologues avant avaient uniquement utilisé les mensurations, c'était les mêmes, mais en réalité, par la génétique, on s'est rendu compte que c'est deux espèces différentes, donc c'est encore une nouvelle espèce. Alors, vous avez donc maintenant mis en réserve dans les parties françaises ces îles, 7700 km carrés d'îles, ce qui est quand même pas mal, donc c'est plus que toutes les réserves françaises, et vous avez l'océan autour. On a pu mettre en réserve 15 700 km de zones économiques exclusives. Donc ça fait 2,2 millions d'hectares. On décompte, bon, on a eu de la chance parce qu'on est arrivé dans des coins où il n'y avait pas de compétition, l'homme n'était pas encore là. Alors, la mise en réserve de niveau international, sans conflit et sans expropriation. Ça, c'est formidable. Suivante. Alors, là, actuellement, c'est en grande discussion pour, au niveau international, classer ces îles, vous voyez, la réserve nationale des terres australiennes françaises. Ils sont en train de le classer au niveau international parce que c'est tellement énorme que ça dépasse. Le problème, c'est que les Français ne le savent pas. Suivante. Voilà, alors ça maintenant je suis retraité, donc je ne m'occupe plus de recherche, je ne fais plus que des conférences et des bouquins. Et donc là j'ai fait un gros bouquin là, récemment qui résume un peu ma carrière de chercheur sur les manchots, mais là je ne vous le propose pas parce que d'une part il est en anglais et d'autre part il le vendent 100 $. Et puis d'autre part, j'ai fait une conférence là, sur l'histoire de la louve que j'ai levé en plein centre de Montpellier. Et puis là, c'est un truc qui est sorti en livre de poche, qui a été réédité en livre de poche, et qui explique avec plus de détails ce que je vous ai raconté d'une manière simple. Voilà, merci. Oui, je veux savoir, est-ce que cette création de réserve intégrale sur des îles françaises a créé une émulation parmi d'autres nations? Est-ce que d'autres nations ont suivi? Il y avait à vrai dire, on est toujours en queue de peloton, nous, hein, les Français. Bon, moi je vois ça, bon, vous n'avez pas les données, mais moi je vois ça en permanence, puis c'est mon boulot, et que j'ai suivi ça. Généralement, les Australiens ont fait des réserves bien plus grandes, juste à côté des Kerguelen. L'île Heard, qui est à côté des Kerguelen, a une zone maritime gigantesque. Donc en réalité, ce qu'on a fait, on n'a pas donné l'exemple aux autres. On a été exemplaire en étant la locomotive pour obtenir la mise en réserve
jusqu'en 2048 de l'Antarctique. Ça, c'est à nous. Personne ne le reconnaît, bien sûr, parce que les Français ne le savent pas, et les étrangers, ils ne vont pas le dire. Mais par contre, la mise en réserve des terres françaises, là, c'est acquis, et là, il n'y a pas de problème. C'est pas discutable. Et ça pas. Il y a eu chaque fois un hasard qui a fait que du fait que ça n'était pas habité, ben, les terres françaises et les îles françaises, au contraire, la ministre de l'écologie, quand j'ai raconté qu'il y avait des terres immenses, pleines d'animaux, sans personne, et qu'il suffisait de faire un papier pour dire que c'était mis en réserve, elle n'en revenait pas. Donc ça a marché. Et par contre, pour l'Antarctique, c'était tellement merdier, il faut dire les choses, parce que à qui ça appartient. Et donc, ils ont dit, bon, on règle le problème à une mise en réserve provisoire. Vous avez bien montré que dans la réserve, il y a une bonne partie qui est l'océan, que la mer. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur les enjeux de conservation de faune? Parce qu'on a entendu parler des oiseaux, pour la partie terrestre, mais je veux dire sur la partie marine. Et les oiseaux, ils mangent en mer. Hein. J'ai compris ça aussi, mais il y a peut-être aussi Bien sûr. Au niveau des cétacés, je pensais, des choses comme Ben, ça. les cétacés, ils n'ont pas de frontières. Hein. Un oiseau ou un éléphant de mer qui se reproduit, vous savez où il vit, hein, où il se reproduit en tout cas. La mer, après on ne sait plus où il est, enfin on ne sait plus, il faut le suivre avec des balises. Mais par contre, les animaux marins, c'est beaucoup plus compliqué. On a été à deux doigts de faire des... Il y avait, maintenant ça commence à être plus sérieux grâce aux balises, justement, parce que maintenant il y a des balises sur les bateaux de pêche. Et donc, quand on voit qu'un bateau n'a pas de balise, c'est un bateau pirate. Alors qu'avant, tout était complètement saccagé, exploité. C'était des navires espagnols, norvégiens, qui vidaient complètement et qui remplaçaient tout ce qu'ils pouvaient trouver. Et donc, heureusement, ça a été stoppé grâce aux balises qui maintenant permettent de suivre les bateaux. Il y a un bateau à La Réunion, de guerre, français, qui est chargé éventuellement d'aller les chercher. Mais enfin, bon, 2000 km, c'est quand même pas facile. Tu as montré qu'à peu près 70% des réserves d'eau étaient en glace dans l'Antarctique et qu'on y affrontait les températures les plus extrêmes. En comparaison avec l'Arctique, est-ce que cette différence de température et de glaciation qui semble fondre moins vite que l'Antarctique est due au fait que nous sommes au pôle sud moins exposés théoriquement au soleil qu'au pôle nord? Je ne suis pas compétent, hein, parce que là, actuellement, la machine climatique, il y a 10 ans, on ne savait quasiment rien. Moi, le gars, par exemple, le chercheur qui a découvert que le CO2 qui augmente, c'est en rapport avec l'industrie, il y a 40 ans, j'étais sur le bateau avec lui, et je lui disais, mais quand même, la Terre Asie, elle a été découverte à 7 km plus loin. Je lui disais, ça s'est réchauffé, ça a reculé. Il disait non, ça en fin de compte, ça dépend des coins, c'est très variable. Et puis maintenant, ils sont tout à fait d'accord, ils savent que l'Antarctique est en train de fondre. Mais par contre, c'est une telle masse, tu te rends compte, 1000 mètres en moyenne, c'est tellement énorme que bon, mais le fait qu'actuellement ça se fracture, il y a des bouts de banquise grands comme des pays, comme la Belgique. Il y en a un qui vient de sortir. Qui partent. Il n'y en a pas un qui vient de sortir, justement. Oui, on a tout le temps. Et actuellement, ils sont de plus en plus gros. C'est-à-dire que ce qu'on. Alors La que. taille du département de la Corée. Voilà, il y a 5 ans, les publications, c'était c'est pas possible, il y a trop d'inertie thermique. Alors que maintenant, comme ça a été creusé par-dessous, c'est en train de casser. Donc là, ça signifie que les prédictions qui sont encore dans les bouquins actuellement et partout de quelques millimètres d'augmentation de l'océan, c'est pas possible. Ça va être plus. Alors après, on ne sait plus. Est-ce que ça sera 10 cm ou 1 mètre? Et ça change beaucoup de choses, parce que tous les gens qui sont à Cardon, ça va les changer. Avec l'enjeu que représentent ces ressources-là, justement, quelle perspective pour la prolongation finalement après 48? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous savez, on vit tellement, on ne sait plus quoi. Qu'est-ce que voulez-vous savoir tous les 10, pas ce que j'allais dire tous les 10 ans, mais non, tous les ans ça change. C'est-à-dire, je vous dis, il y a 5 ans, on disait l'Antarctique ne peut pas fondre. Bon, ils font à grande vitesse. Donc, toutes les prédictions qui sont faites actuellement sont probablement fausses.
C'est-à-dire, regardez le GIEC. Le GIEC, vous avez entendu parler du GIEC, c'est 2500 climatologues qui essaient de faire le bilan tous les 5 ans de l'évolution de la planète. Bon, il y a 10 ans, on vous disait, en particulier Allègre et les climato-sceptiques, disaient ils sont négatifs, ils sont pessimistes. Maintenant qu'on a le recul, ils étaient optimistes, ils n'ont pas osé aller jusqu'à la réalité pire que ce qu'ils avaient prévu. Donc, comment voulez-vous prévoir? En plus, on n'a pas beaucoup de connaissances sur la machine climatique du monde. Actuellement, on découvre en temps réel. Et donc, après, ils voient des trucs qui apparaissent, et des trucs... Regardez, par exemple, les épisodes Sevenol, ça a toujours existé, mais jamais à ce niveau-là. Et pourquoi? Parce que la Méditerranée se réchauffe à la fin de l'été, et qu'après, les masses de brume, disons, arrivent sur les continents, et quand elles tombent en face d'une montagne comme la montagne Noire, d'où les inondations qu'il y a eu, ou les Cévennes, après elles tombent en pluie, et vous avez une inondation. Donc c'était un phénomène qui a toujours existé, mais qui est poussé. Maintenant, on en a 10 par an, des épisodes saisonniers, alors qu'avant c'était une tous les 5 ans. On change de régime. Dans la mesure où la température de la planète augmente, c'est comme si vous augmentiez la cylindrée du moteur. Et donc les cyclones tropicaux, les grandes dépressions tropicales peuvent monter en latitude. Et donc elles arrivent dans les zones tempérées. Et donc vous n'avez pas nécessairement une augmentation de température, mais les toits qui s'envolent, parce que le vent, vous avez actuellement, régulièrement, des vents à 200 km/h, ce qui n'est pas habituel. 200 km/h, on ne voyait quasiment jamais. Et peut-être pour répondre à la question de madame, ça va être une question politique, une volonté politique. C'est là-dessus que portait ma question. Voilà. Et comme on ne sait déjà pas quel sera nos prochains dirigeants dans quelques années, imaginez en 2048, il faut espérer qu'ils aient une fibre écologiste beaucoup plus forte et que nos jeunes... actuellement, les gens de la rue, c'est-à-dire vous êtes beaucoup plus conscients et responsables que les gens d'en haut. Les gens d'en haut, ils ne comprennent rien du tout. Ils ne suivent pas. Moi, j'ai rien contre Macron, mais c'est un économiste classique, orthodoxe, et il essaie de faire un peu écolo, mais c'est une rigolade. Ils ne sont pas à la mesure de l'enjeu. C'est énorme ce qui se passe actuellement. Actuellement, là, les dernières publications qui sortent, on se demande à quel niveau de température ça va monter. Là, cet été, il y a eu des 50 degrés dans certains coins. 50 degrés, vous commencez à être juste. Hein. Les vieux, les jeunes, ils n'arrivent pas sûr. Donc on arrive à... Et on ne sait pas jusqu'où ça va monter. Donc on vit dans un inconnu et les politiques, ils sont là pour 4-5 ans, rien à foutre. Donc actuellement, il y a un problème de fond. C'est-à-dire que les gars sont pas... L'écologie, c'est fait pour les temps infinis, alors que les gars, ils vivent sur 5 ans. Donc ils n'ont pas la même échelle. Surtout que les pays les moins motivés au plan écologique sont précisément les plus importants, les plus riches. C'est-à-dire la Chine, les États-Unis. Vous êtes coincés parce qu'ils vous font le chantage à l'emploi. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Quand les gars ils vous disent comment? Il va falloir fermer les usines. Bon, vous voyez en France actuellement, les pétitions contre le changement climatique. Comment voulez-vous qu'une pétition, qu'est-ce qu'il peut faire un gouvernement contre le changement climatique? Pas grand-chose, quasiment rien. Pierre, on va laisser une dernière question. Mademoiselle. Encore mille félicitations pour avoir réussi à solliciter la ministre à l'époque pour mettre... C'est beaucoup de chance, hein, un hasard. Quand même, il faut écouter, faut savoir. Mais alors, ce traité, il va être remis en cause en 48, il y a une date butoir. Est-ce que quand vous aviez élaboré cette mise en réserve, il y avait déjà eu des structures, des organismes qui ont été montrés du doigt pour la révision ensuite éventuellement. C'est déjà en place. Hein. C'est déjà en place, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de comité qui représente tous les pays, qui de temps en temps se réunit, et donc ça va être à nouveau, il va y avoir une conférence internationale comme ça qui a mis en réserve, et puis chacun donnera son point de vue, mais le contexte risque d'être tellement différent qu'on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'il se peut qu'il n'y ait plus de pétrole en 2048, et qu'à ce moment-là, tout sera haut. Donc c'est impossible de savoir à l'avance ce qui va se passer. Il y a deux traités internationaux en fait qui gèrent l'Antarctique, c'est le traité de l'Antarctique et le protocole de Madrid. Et ces traités prévoient effectivement des conférences régulières pour
anticipé. Est-ce Mais- que c'est sous l'égide de l'ONU ou c'est Non, non, pas du indépendant? tout. Non, je crois que c'est entre États. Non, ça n'a rien à voir avec C'est ça. interétatique. Ouais. Bon, ben, il nous reste à féliciter et à remercier Pierre Gilbertin.